Bonjour et bienvenue sur Mystérieuses affaires criminelles. Vous le savez, ici, on plonge ensemble au cœur d'histoires vraies, parfois si incroyables qu'on pourrait croire à un scénario inventé. Alors, installez-vous, laissez un petit like, abonnez-vous et tenez-vous prêts, mes chers abonnés. Il y a des drames qui paraissent tellement étranges qu'on pourrait presque croire à une mauvaise excuse sortie de la bouche d'un meurtrier. Et parfois, la situation est si tordue que même les propres enfants du suspect ne sont pas d'accord entre eux. Alors, qui croire? Tout commence un 13 novembre 2016, à San Clemente, en Californie. Le genre d'endroit où les gens dorment la porte ouverte, persuadés que rien de grave ne peut arriver. Mais ce dimanche matin-là, le vernis de tranquillité a volé en éclats. Un appel est tombé au 911, au bout du fil. À l'autre bout du fil, il y avait le docteur Scott Sills, spécialiste en reproduction. Il a indiqué que son épouse, Suzanne Sills, était tombée dans l'escalier. Il l'a retrouvée ainsi, inanimée. Scott a activé le haut-parleur. L'opérateur du 911 le guidait pour prodiguer les premiers secours, supervisant chaque étape. Les enfants du couple se trouvaient à proximité. Selon le mari, après avoir reçu les gestes de secours, sa femme avait montré des signes de vie. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont rapidement compris qu'ils s'étaient probablement trompés. Suzanne était déjà morte. La police a alors été prévenue et plusieurs officiers du poste local se sont rendus sur place. En entrant dans la maison, les forces de l'ordre ont découvert Suzanne, 45 ans, étendue sur le sol et recouverte d'une couverture. À côté d'elle se trouvait une casserole en acier inoxydable, un portefeuille, un flacon vide de médicaments ainsi qu'une écharpe. Cet ensemble d'objets paraissait étrange. Surtout la casserole, parfaitement posée à côté du corps. Ce qui a le plus alerté les enquêteurs, c'était la présence de plusieurs marques sur le cou, semblables à des traces de strangulation et qui ne ressemblaient en rien à une blessure due à une chute dans l'escalier. Le médecin a expliqué que sa femme voulait aller promener les chiens, comme chaque matin. Après sa chute dans l'escalier, les animaux auraient pu tirer sur les extrémités de l'écharpe, provoquant son étouffement et laissant ses marques. Bien sûr, les officiers ont douté qu'un chien puisse tuer une personne de cette façon. Ils ont donc conclu que la femme était probablement victime d'un homicide. Les policiers étaient troublés. Et si le veuf était en réalité le véritable responsable de la mort de sa femme? La première chose à faire était donc de vérifier ces déclarations. Suzanne pouvait-elle réellement être tombée dans l'escalier et subir des blessures mortelles? À première vue, cela paraissait assez plausible. L'escalier mesurait plus de 4 mètres de haut et était très raide. Mais il s'agissait d'une femme de 45 ans, en excellente condition physique et parfaitement lucide. Elle avait descendu ce type d'escalier à plusieurs reprises et avait toujours fait preuve de prudence. En examinant le corps, les enquêteurs ont découvert des blessures presque partout. Tout le visage était couvert d'ecchymoses, le dos, les 2 bras et les jambes également. Ces blessures ne pouvaient pas provenir d'une simple chute. De plus, les objets trouvés près du corps soulevaient des interrogations. Ils ne correspondaient pas vraiment à la version du docteur Scott Sills. Quant à l'homme lui-même, il ne paraissait pas bouleversé malgré le fait que sa femme gisait morte dans la maison. Malgré les soupçons, il a accepté de coopérer. Il a autorisé la fouille de la maison, a accepté de fournir toutes les informations nécessaires aux policiers et même des échantillons d'ADN. L'homme a volontairement donné aux forces de l'ordre l'autorisation de fouiller la maison. En parallèle, l'un des officiers a commencé à interroger les enfants du couple. La famille Sills comptait 2 enfants, Eric, 12 ans, et sa sœur jumelle, Mary Catherine. Les 2 adolescents ont raconté que la veille, Suzanne ne se sentait pas bien. Elle souffrait de migraine, un problème qui revenait périodiquement et qui l'épuisait totalement. Dans ces moments-là, elle s'isolait dans une pièce sombre, s'allongeait et gardait le silence. La casserole trouvée près du corps a été décrite comme un objet qu'elle utilisait souvent pendant ses crises, au cas où elle serait soudain prise de nausées. Elle la gardait toujours près de son lit. Ce matin-là, en se levant pour aller promener les chiens, elle l'avait emportée avec elle pour la poser dans la cuisine. Le flacon vide retrouvé près d'elle contenait auparavant un antidouleur qu'elle prenait pour calmer ses migraines. Le mari a déclaré qu'ils avaient une relation chaleureuse. Les 2 enfants ont confirmé que leurs parents s'entendaient bien et s'aimaient. Les disputes étaient rares
et dans l'ensemble, ils paraissaient être des personnes très positives. Grâce aux informations fournies par les membres de la famille, il a été possible de reconstituer la chronologie des événements ayant précédé la tragédie. Le samedi soir, Suzanne s'est couchée dans le lit de sa fille, la pièce la plus sombre et la plus calme de la maison, pour supporter la douleur. Vers minuit, Scott est allé voir sa femme pour prendre de ses nouvelles. Elle dormait déjà. La fille avait décidé de passer la nuit dans la chambre de ses parents. Les détectives y ont trouvé un mot touchant que la fillette avait laissé à sa mère sur la porte. Elle y avait écrit qu'elle l'aimait et lui souhaitait un prompt rétablissement. Le garçon a raconté que, vers 4 heures du matin, il s'est réveillé à cause d'une dispute entre ses parents. Il se reposait dans la chambre voisine, séparée de celle de sa sœur par un mur. Selon l'adolescent, il avait entendu des voix fortes et mécontentes, mais il n'était pas sûr qu'il y ait eu une bagarre. Il n'avait pas remarqué de bruit suspect. Environ 5 minutes après cette brève dispute, le père a décidé d'aller dormir dans la chambre principale où se trouvait alors Mary Catherine. En entrant, il a réveillé sa fille, qui lui a demandé ce qui se passait. Le père a répondu qu'il s'était disputé avec sa mère à propos d'un courriel qu'elle avait reçu. Il avait ajouté que c'était lié au travail et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le mari a déclaré que lorsqu'il était allé voir sa femme vers 4 heures du matin, elle travaillait sur son ordinateur portable. Il avait essayé de la convaincre d'aller dormir car, à cause de sa migraine, elle ne se sentait pas bien. Mais elle s'était montrée réticente, refusant d'écouter ses avertissements et ne prenant pas soin de sa santé. C'est ce qui avait provoqué la dispute. Ensuite, toute la famille s'est rendormie. Vers 6h30, les enfants et leur père se sont réveillés. Le père a proposé à sa fille d'aller à la piscine pour se baigner. Quand Mary Catherine est sortie de la chambre, elle a aperçu, en bas de l'escalier, sa mère inanimée, étendue sur le sol. Un long foulard était enroulé autour de son cou et à côté se trouvait une casserole. La fillette a crié et appelé son père. Le docteur Scott a continué d'affirmer que son épouse utilisait souvent ce foulard pendant ses migraines, l'enroulant autour de sa tête, et que ce foulard appartenait à leur fille. Mais les enquêteurs se demandaient, des animaux auraient-ils pu, en jouant, la faire tomber et l'étrangler par accident? Était-il possible qu'elle ait chuté d'une manière telle que le foulard se soit accroché, se soit resserré autour de son cou et l'ait tuée? Tout cela paraissait peu probable. Les éléments suspects commençaient à s'accumuler. Par exemple, si la femme avait tenu une casserole vide en descendant les escaliers et qu'elle était tombée avec, pourquoi personne n'avait entendu le bruit dans les premières heures du matin? La casserole était tombée sur le carrelage et avait rebondi plusieurs fois contre les marches. Cela ne pouvait pas passer inaperçu. De plus, la présence même de ce foulard semblait étrange, car il faisait chaud ce jour-là. Les policiers soupçonnaient le mari. Il avait une coupure sur le front et un gros hématome sur le bras. Le docteur a expliqué qu'il s'était blessé la veille en réparant sa voiture dans le garage. Selon lui, son fils Eric l'avait aidé. Cependant, un problème est vite apparu. Le garçon a déclaré que son père ne s'était pas blessé ce jour-là pendant qu'il réparait la voiture. Ils étaient sortis ensemble du garage, étaient rentrés dans la maison et durant tout ce temps, l'adolescent n'avait pas vu son père se blesser. Le fils a également raconté aux enquêteurs qu'il avait vu sa mère enfermer les chiens dans leur cage quelques heures avant sa mort. En général, après cela, les animaux allaient dormir. L'adolescent ne comprenait donc pas pourquoi sa mère serait sortie les promener si tôt le matin, surtout dans un état de faiblesse. En inspectant la chambre de la fille, celle où la femme avait passé la nuit, les enquêteurs ont découvert des traces de sang suspectes. Elles se trouvaient sur les rideaux, le mur et la table de chevet. Mary Catherine a insisté sur le fait que lorsque sa mère était entrée dans la pièce, tout était parfaitement propre et il n'y avait aucune trace de sang. Le mari, lui, a affirmé qu'il s'agissait de vieilles taches, laissées par une coupure accidentelle causée par un clou. Cela serait arrivé lorsqu'il avait remplacé la moustiquaire de la fenêtre au printemps précédent. Pourtant, à l'œil nu, ces taches paraissaient fraîches. Malgré ces traces de sang suspectes, cela ne suffisait pas pour inculper et arrêter le mari. Le corps a donc été envoyé au laboratoire médico-légal. Les officiers ont quitté la maison. 4 jours plus tard, l'autopsie a été terminée. Toutefois, le médecin légiste n'a pas pu fournir de conclusion définitive. Il a constaté de nombreuses blessures sur l'ensemble du corps qui pouvaient être dues soit à une chute dans l'escalier, soit à un passage à tabac
ou à une strangulation. La blessure la plus grave était une fracture de la colonne vertébrale à la base du cou. Selon le médecin légiste, elle pouvait même être à l'origine des marques sur le cou, interprétées au départ comme des traces de strangulation. De plus, il a relevé la présence de vaisseaux sanguins éclatés dans les yeux, un signe généralement associé à une strangulation. Mais, au final, le spécialiste n'a pas pu affirmer avec certitude si ces constats résultaient d'un accident ou constituaient une preuve directe de meurtre. Une analyse plus approfondie de tous les indices trouvés était nécessaire, un travail qui pouvait prendre des mois. Personne ne voulait se précipiter, car il s'agissait d'une affaire complexe et controversée. Les enquêteurs se sont donc concentrés sur l'étude des autres preuves collectées dans la maison. En particulier, le sang retrouvé dans la chambre paraissait suspect. Des échantillons de sang et d'autres éléments de preuve ont été envoyés pour analyse. Le téléphone et l'ordinateur portable de Suzanne ont également été saisis pour expertise. Les voisins avaient peu de contact avec la famille Sills. Ils travaillaient beaucoup et interagissaient rarement avec leur entourage. Personne n'a donc pu fournir d'informations précieuses sur la situation au sein du couple. De même, personne n'avait entendu quoi que ce soit de suspect, ni pendant la nuit, ni le matin. En examinant les moyens de communication de la victime, les enquêteurs ont pu identifier un cercle de personnes avec lesquelles elle entretenait des liens étroits. Cela a permis de retrouver des témoins qui ont décrit la véritable nature des relations entre les époux. Les policiers ont notamment interrogé des étudiants auxquels l'homme donnait des cours. Ils l'ont décrit comme un professeur jovial et bienveillant, toujours vêtu d'un élégant costume 3 pièces. Certains d'entre eux l'avaient croisé à plusieurs reprises en dehors des cours et affirmaient tous qu'il était d'une gentillesse remarquable. Une étudiante a même raconté qu'il l'avait aidée financièrement à plusieurs reprises. Lorsque, issue d'une famille modeste, elle n'avait pas de quoi s'acheter un repas ou payer un taxi pour rentrer chez elle. Le docteur Scott Sills avait toujours fait preuve d'une grande compréhension à son égard. Dès son plus jeune âge, il semblait que Scott avait devant lui un avenir prometteur. Après avoir terminé le lycée avec succès, il a été admis à la faculté de droit, puis est devenu étudiant en médecine. Son esprit vif, sa détermination et son travail acharné lui ont permis de devenir un spécialiste reconnu dans le domaine de la reproduction. C'est grâce à cette activité qu'il a rencontré Suzanne. Quelques années avant la tragédie, elle était venue dans son centre car elle ne parvenait pas à tomber enceinte de son premier mari. À cette époque, la protagoniste venait tout juste de terminer une école de commerce, où elle avait obtenu un master en administration des affaires. Elle lui avait parlé de son problème et le docteur Sills avait commencé à superviser son traitement. Peu à peu, une relation romantique avait vu le jour entre eux et, quelque temps plus tard, Suzanne avait demandé le divorce. Elle était vive d'esprit, joyeuse, très séduisante, fidèle en amitié et une compagne de vie idéale. Lors d'une réunion des anciens élèves du lycée de Scott, il était venu accompagné de Suzanne. Ils avaient paru être un couple heureux, et personne n'avait été surpris lorsqu'ils avaient annoncé leur mariage prochain. En plus, l'homme avait réussi à résoudre les problèmes de santé de sa compagne. Grâce à une fécondation in vitro, elle était tombée enceinte et avait donné naissance à des jumeaux. La jeune femme était très enthousiaste face à cette réussite. Elle considérait que son mari était un véritable génie, un expert capable d'aider de nombreuses femmes et de travailler en pratique privée. Grâce à son dynamisme et à ses compétences, son époux avait pu ouvrir sa propre clinique en avril 2015. En réalité, c'était elle qui l'avait aidé à bâtir l'entreprise et qui la gérait. Elle s'occupait des tâches administratives, tandis que son mari exerçait comme médecin et réalisait toutes les procédures. Grâce à cette activité, ils avaient amassé une véritable fortune et acheté une maison luxueuse dans un quartier prestigieux de la ville. Le mari s'était passionné pour les voitures de luxe et la famille ne se privait de rien. À ce moment-là, le docteur Scott Sills était devenu un spécialiste reconnu, au point d'être identifié dans la rue, car il était passé plusieurs fois à la télévision. Il avait publié plusieurs livres, réalisé régulièrement des publications professionnelles et était considéré comme l'un des meilleurs experts dans son domaine. Tout semblait indiquer qu'il travaillait au sein d'une équipe parfaite. Sa femme, active et intelligente, l'avait toujours soutenu. Cependant, peu de temps avant les événements, des tensions étaient apparues dans le couple à cause d'une photo explicite publiée sur la page de Suzanne sur les réseaux sociaux.
Après cela, leurs amis avaient remarqué des désaccords entre eux. Lorsque les proches et connaissances de la victime ont appris sa mort et les circonstances du drame, tous ont estimé que la version de l'accident était un mensonge. Au moment où les détectives ont commencé à interroger les témoins, beaucoup avaient déjà eu l'occasion de rencontrer le veuf et avaient souligné qu'il refusait de discuter de l'incident. Tout cela a renforcé les soupçons des enquêteurs. Désormais, ils étaient presque certains qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'un accident. Bien sûr, durant cette période, les experts criminels étaient revenus plusieurs fois dans la maison du couple. Ils avaient remarqué que Scott n'avait jamais exprimé de regret, ni donné l'image d'un veuf en deuil. Au contraire, il paraissait insensible et froid. Il parlait toujours des qualités de Suzanne en tant que femme d'affaires, mais ne se montrait jamais admiratif de ses qualités en tant qu'épouse ou mère. On aurait dit qu'il l'aimait seulement comme partenaire de travail. L'homme donnait l'impression d'être très matérialiste, sans éprouver le moindre sentiment. Le lendemain matin, après que son épouse avait été déclarée morte, le docteur Scott était allé travailler comme si de rien n'était. Cela avait stupéfié tout le personnel. Tout semblait exactement comme n'importe quel autre matin auparavant. On aurait dit que le médecin n'était absolument pas concerné par ce qui venait de se passer. Il n'avait même pas pris quelques jours de congé pour se remettre du choc, comme tout le monde s'y attendait. Le manager de la clinique et plusieurs employés ont été interrogés par les détectives. Parmi elles se trouvait une infirmière qui travaillait avec lui auprès des patientes. Elle a fourni à la police de nombreuses informations précieuses. Elle a notamment raconté que le docteur évitait toute conversation concernant sa défunte épouse. De plus, assez rapidement, il avait commencé à changer d'apparence. Alors qu'avant la mort de sa femme, il ressemblait à un homme ordinaire commençant à perdre ses cheveux, il avait subi une greffe capillaire. Désormais, il arborait une chevelure dense et son apparence se transformait. Il avait également commencé à être plus actif sur les réseaux sociaux, alimentant sa page personnelle. Sur celle-ci, il n'y avait pas un mot sur sa douleur ou son deuil. Au contraire, Scott s'était inscrit dans une salle de sport, fréquentait des restaurants, s'habillait avec soin. Tout donnait l'impression qu'il cherchait une nouvelle compagne et qu'il se moquait complètement de ce qui était arrivé à sa femme. Et, de fait, il a rapidement entamé une relation avec une nouvelle femme qui a évolué très vite. Malgré cela, la police estimait qu'il n'y avait toujours pas assez de preuves. Il fallait désormais rassembler toutes les informations et obtenir de nouvelles preuves accablantes. En 2018, le bureau du coroner a transmis les résultats d'analyses approfondies. Le médecin légiste a conclu que la cause de la mort de la victime était une strangulation qui avait laissé sur son cou des marques post-mortem. De plus, selon les résultats des tests ADN effectués dans la chambre de Mary Catherine, le sang retrouvé provenait d'un mélange de projections de Suzanne et de Scott. Les enquêteurs en ont déduit qu'une altercation avait eu lieu et que la femme était morte à la suite de l'agression de son mari. Le 8 août 2018, soit près de 2 ans après la mort de Suzanne, les détectives se sont rendus au domicile du médecin et lui ont directement demandé s'il avait tué sa femme. Il s'est mis à transpirer, paraissait très nerveux et semblait adopter une attitude défensive. Bien sûr, Scott a tout nié. Il a expliqué la présence de son sang par une blessure qu'il aurait eue en remplaçant la moustiquaire de la porte. Mais comment expliquer alors que le sang de sa femme se trouvait au même endroit? Mary Catherine, de son côté, a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas vu de traces de sang avant l'arrivée de la police et la découverte du corps sans vie de sa mère. Malgré la conviction qu'il s'agissait bien d'un meurtre, les officiers ne se sont pas précipités pour porter des accusations. L'homme continuait de répéter qu'il s'agissait d'un accident. Une nouvelle fois, il a été décidé de rassembler davantage d'indices et de preuves. Pour cela, il fallait examiner le téléphone de la victime. De plus, le mobile du crime n'avait toujours pas été établi. Les enquêteurs pensaient que les réseaux sociaux pourraient contenir des informations permettant de le découvrir. Assez rapidement, la police a identifié plusieurs éléments inquiétants. À plusieurs reprises, la victime s'était exprimée de façon assez dure à l'égard de son mari. Environ 3 mois avant sa mort, elle avait écrit pour la première fois qu'elle se sentait piégée dans cette relation et qu'elle voulait se séparer de lui. À partir de ce moment, elle envoyait, de temps en temps, des messages à son mari pour lui dire qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Environ 1 mois avant sa mort, elle avait confié à un ami que sa relation avec Scott était très compliquée.
Elle était prête à le quitter, mais affirmait qu'il la retenait à cause de leur entreprise commune, qu'il ne voulait pas perdre. Elle avait également reconnu que la fameuse photo explicite était devenue un gros problème et un tournant dans la détérioration de leur couple. Elle l'avait publiée à la suite d'un pari perdu, mais son mari l'avait très mal pris. En consultant le téléphone portable du docteur Scott Seals, les enquêteurs ont découvert une capture d'écran de cette photo, datée du 30 août 2016. Les policiers pensaient que cette révélation pouvait constituer le mobile du meurtre. Après la mort de sa femme, Scott Seals ne s'était pas enfermé dans le deuil, bien au contraire. Sur Facebook, il avait commencé à écrire à plusieurs femmes, leur affirmant qu'il était désormais libre et qu'il pouvait enfin vivre sa vie comme il l'entendait. Ce ton léger et presque insouciant tranchait radicalement avec l'image d'un mari effondré. Pour beaucoup, ces messages n'étaient pas seulement déplacés, ils révélaient un homme déjà tourné vers un nouveau chapitre alors que le corps de sa femme n'avait pas encore été mis en terre. La police a découvert que dès le lendemain de la mort de sa femme, le docteur avait tenté d'obtenir le versement de l'assurance vie de Suzanne, d'un montant de 250 000 $. La compagnie lui avait refusé le paiement en raison de soupçons de meurtre. Ce n'est que le 25 avril 2019, soit presque 2 ans et demi après le décès de la femme, que le docteur Scott Seals a été arrêté pour meurtre présumé. Il a été interpellé alors qu'il se rendait à une nouvelle opération et a été placé en détention, avec une caution fixée à $1 million. Il l'a immédiatement payé et est ressorti en liberté, en attendant son procès. Lorsque l'affaire de Scott a éclaté au grand jour, un appel inattendu est parvenu aux autorités. Au bout du fil, une femme, une voix hésitante mais déterminée. Elle affirmait avoir entretenu une relation avec lui alors que Suzanne était encore vivante. Leur rencontre, sur Facebook, un échange virtuel qui, au début, semblait léger, presque banal, jusqu'à ce que Scott, très vite, affiche un enthousiasme débordant. Mais cette passion naissante avait été écourtée net, sans véritable explication. Et puis est venue la révélation. Une confidence glaciale, déposée comme un poison dans le silence de l'interrogatoire. La femme a décrit aux enquêteurs des pratiques sexuelles que Scott appréciait et qui avaient de quoi mettre mal à l'aise, très mal à l'aise. Elle ne s'était pas contentée de paroles, elle a remis même les captures d'écran de leurs échanges. Dans ses messages, le docteur se plaignait ouvertement. Suzanne, disait-il, ne satisfaisait pas ses désirs et refusait catégoriquement de céder à certaines de ses demandes les plus intimes. La témoin a fourni aux enquêteurs un message qu'elle avait reçu du docteur 2 semaines après la mort de Suzanne, alors qu'il cherchait déjà une nouvelle compagne. Dans ce message, il lui proposait de reprendre leur relation car, disait-il, il était désormais libre. Scott aurait pu tuer sa femme pour plusieurs raisons, obtenir de l'argent, éviter de partager les biens en cas de divorce ou simplement l'écarter, car elle représentait un obstacle à ses relations avec d'autres femmes. Bien sûr, à cette période, le docteur avait déjà un avocat. Ce dernier affirmait que le message envoyé à son ancienne relation était simplement la tentative d'un père endeuillé de trouver une nouvelle mère pour ses 2 enfants. Finalement, en novembre 2023, soit 7 ans après la mort de son épouse, le docteur Scott Seals a comparu devant le tribunal. Dans les couloirs du palais de justice, comme sur le chemin, les caméras étaient interdites, mais elles ont été autorisées à l'intérieur de la salle d'audience. Scott n'approuvait visiblement pas cette médiatisation, car il avait beaucoup souffert de l'attention publique pendant toutes ces années. Il avait été radié de l'ordre des médecins et paraissait abattu. Selon l'accusation, le 13 novembre 2016, vers 4 heures du matin, moment où leur fils avait entendu une dispute, l'accusé aurait attaqué son épouse dans la chambre de leur fille. Il l'aurait frappée à plusieurs reprises, puis étranglée à mort. Ensuite, il aurait mis en scène un accident domestique avant d'aller dormir. Et, au matin, il aurait feint de découvrir la situation. Malgré tout, l'avocat du docteur a présenté une autre version des faits. Il semblait prêt à se battre jusqu'au bout. Selon lui, Suzanne se serait réveillée le matin et aurait tenté de descendre à la cuisine pour récupérer sa casserole et commencer ses activités quotidiennes. Mais, affaiblie par les médicaments, la migraine et son état général, elle serait tombée dans l'escalier et se serait blessée. Les chiens du couple auraient pris cela pour un jeu, auraient attrapé les extrémités du foulard qu'elle portait autour du cou et les auraient tirés dans des directions opposées, l'étranglant ainsi.
Compte tenu de la gravité des blessures provoquées par la chute, la femme serait morte assez rapidement. De manière inattendue, la fille de la victime a témoigné en faveur de la défense. Selon ses dires, en sortant de sa chambre, elle avait bien vu les chiens tirer dans des directions opposées les extrémités du foulard autour du cou de sa mère, mais elle n'avait pas compris sur le moment ce qui se passait. Désormais âgée de 19 ans, elle restait très proche de son père. Elle a expliqué ne pas avoir révélé cette information plus tôt, car les détectives ne le lui avaient tout simplement pas demandé. Au moment de la mort tragique de sa mère, Mary Catherine n'était encore qu'une enfant et ne réalisait pas que ce détail pouvait avoir une importance. Puis, selon elle, ils avaient retiré le foulard en prodiguant les premiers secours à leur mère, ce qui expliquait pourquoi ils se trouvaient à l'écart du corps. La défense avait fait analyser le foulard pour y rechercher l'ADN des chiens et le résultat était positif. En réalité, la version de l'accident était même partiellement appuyée par l'expertise toxicologique. Dans le sang de la victime, on avait retrouvé un mélange de plusieurs sédatifs et antidouleurs. À cause de cela, ses muscles étaient difficilement contrôlables et restaient trop détendus après le sommeil. Dans les derniers jours, elle s'alimentait mal et souffrait de faiblesse. Tout cela pouvait effectivement mener à une chute accidentelle, au cours de laquelle elle s'était fracturé le cou et aurait pu s'étouffer, même sans intervention extérieure, la blessure étant très grave et rendant la respiration difficile. Selon l'avocat, les chiens n'avaient joué qu'un petit rôle dans l'affaire. Même s'ils n'avaient pas tiré sur le foulard, la victime aurait pu mourir de toute façon, car personne n'avait entendu la chute ni réagi pour lui porter secours et appeler les services d'urgence. L'accusation, toutefois, continuait d'affirmer que cette version n'était pas convaincante. Pour le procureur, la femme ne pouvait pas être tombée sans bruit, car la casserole aurait dû résonner comme une cloche. Le ministère public estimait que Scott avait utilisé le foulard pour l'étrangler. Cependant, la fille de la victime insistait sur le fait que sa mère utilisait souvent ce foulard pour se réchauffer lors de ses migraines. Cela la faisait se sentir plus apaisée. C'est alors que l'accusation a sorti son principal atout. En réalité, lors des inspections de la maison, aucun indice de la présence de la femme n'avait été retrouvé sur l'escalier. Si elle était réellement tombée sur plus de 4 mètres de marche, elle aurait forcément laissé du sang ou des traces d'ADN. Or, rien de tout cela n'avait été trouvé. Ainsi, selon la version du parquet, le mari avait lui-même descendu le corps pour mettre en scène une chute. L'accusation s'est concentrée sur la position suspecte du corps de Suzanne. Le standardiste du 911 avait demandé à l'homme de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur une surface plane. Mais, lorsque les ambulanciers étaient arrivés, le pied de Suzanne se trouvait encore sur l'escalier. Cela signifiait que le mari ne lui avait pas prodigué de véritables secours, mais avait simplement fait semblant. Le procureur soulignait que l'homme n'avait pas déplacé son épouse, car il voulait à tout prix maintenir l'idée d'un lien avec l'escalier pour appuyer la thèse d'une chute. L'avocat, de son côté, rejetait aussi l'idée que le sang trouvé dans la chambre de la fille provenait d'une bagarre. Selon lui, il pouvait y être arrivé par accident et pas nécessairement en même temps que le mari. L'accusation continuait d'affirmer que l'accusé avait un mobile solide, la photo publiée par Suzanne ayant provoqué chez lui jalousie et colère. Les propos d'Eric selon lesquels son père ne s'était pas blessé sérieusement lors de la réparation de la voiture étaient également remis en question. Après tout, il s'agissait d'un adolescent qui, comme sa sœur, pouvait avoir manqué un détail ou s'être trompé. Scott a choisi de ne pas témoigner durant le procès, qui a duré 3 semaines. Finalement, après les plaidoiries de l'accusation et de la défense, la décision revenait au jury. 3 heures de délibération plus tard, les jurés ont conclu que Scott Seals, âgé de 58 ans, n'était pas coupable de meurtre au 1er degré. Cependant, ils l'ont reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Celui qui avait permis à des dizaines de vies de voir le jour grâce à sa pratique de la fécondation in vitro se retrouvait désormais condamné pour le meurtre de son épouse et mère de ses enfants. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. À l'annonce du verdict, la fille du probable meurtrier a éclaté en sanglots dans la salle d'audience. Elle était bouleversée à l'idée d'être désormais privée à la fois de sa mère et de son père. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire et comptait se battre pour obtenir justice avec l'avocat de Scott, mais la condamnation est restée inchangée. Si cette histoire vous a interpellé,
partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Merci d'avoir regardé.